Salut les webboss, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de ma newsletter où aujourd'hui on va parler de pognon. Et pas qu'un peu, on va parler que de ça en fait. Alors pourquoi ce sujet? Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un petit MP de mon ami Alexandre Fuchs, donc vous savez, celui qui a créé Allimage, qui me dit « Bon Pascal, on fait quoi maintenant pour gagner un max de fric ?» Je me suis dit, putain, ça ferait un super sujet de newsletter. Et puis, je regardais, comme tout le monde qui veut être mon associé sur M6. Et on a le Anthony Bourbon qui passe son temps à dire que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le pognon, il faut en faire toujours plus. Il avait d'ailleurs donné ce cas il y a quelques semaines où il dit à un gars, si je te file 10 millions, tu fais quoi? Le gars, il a répondu « Ouais, j'aide mes potes et tout ». Donc, il a rigolé en disant « Je m'attendais pas du tout à cette réponse ». En gros, ce qu'il voulait entendre, c'est « Si je te file 10 millions, qu'est-ce que t'en fais ?» Et je les prends, je les investis et j'en fais 100. Alors, du coup, je me suis dit « Tiens, on va en parler et puis, on va le décortiquer par rapport à toutes les typologies de business qu'il est possible de faire sur Internet et puis qu'on connaît dans la communauté. » En gros, je vais aborder le sujet de l'agence, évidemment, parce que c'est celui que je connais. Je vais aborder le sujet de l'indépendant, donc le gars qui bosse tout seul dans son coin. Je vais aborder aussi le sujet du dropshipping, de l'e-commerce, bien sûr de l'édition de site. On va parler Discover, on va parler vente de livres. Et enfin, de branding. Et pour ça, je vais prendre aussi des cas concrets de mecs qu'on voit régulièrement sur les réseaux. Et je vais vous donner un peu mon point de vue sur chacune de ces réussites ou ces échecs. D'ailleurs, pour pas mettre trop de suspense, moi-même, je me classe dans les échecs. Donc, pour dire, on va aller vraiment au fond du truc et ça va être sympa. C'est un format que j'ai pas l'habitude de faire parce que c'est plutôt un format parlé. C'est quelque chose que j'admire beaucoup chez Laurent Bourrelli qui est capable de parler pendant 3 heures face à une caméra. Moi, je trouve ça très très dur. Mais on sera plutôt sur ce format où je vais vous balancer un peu dans la tronche tout ce qui me passe par la tête et ma vision sur chacun des business. Alors, commençons par les agences. Qu'est-ce qu'il faudrait en 2025 pour qu'une agence, elle réussisse? Alors, si on prend le cas, par exemple, de mon ami Emmanuel Devaux-Moré, donc Uplix, qui est donc une agence qui a grossi extrêmement vite et qui est plutôt très réussie, clairement. Quels sont les facteurs clés de succès d'une telle boîte? Évidemment, l'homme, parce que c'est quelqu'un qui sort de Eskimos, donc qui a une compétence de dingue sur la gestion d'équipe. C'est quelqu'un qui sait exactement comment recruter et comment faire grossir une team et qui sait recruter aussi pour vendre. Donc du coup, c'est pas quelqu'un qui va tout miser sur la marque ou sur le personal branding. Il va vraiment essayer de créer une entreprise au vrai sens du terme, un petit peu à l'ancienne, mais avec aussi les codes modernes qui sont vraiment adaptés à du très haut de gamme. C'est un modèle que j'aime beaucoup, que je trouve presque inaccessible parce que il faut avoir, je pense, un peu de pognon de côté pour pouvoir recruter vite comme ça. Il faut aussi aller savoir chercher les grands comptes parce que je pense qu'en fait, ils vont chercher des clients qui lésinent pas sur les zéros pour avoir des résultats. Donc pour moi, c'est un modèle qui est vraiment basé sur le recrutement des experts vraiment ultra qualifiés qui ont pas ou peu d'ego. Je pense que c'est pas quelqu'un qui va aimer s'entacher de gars qui vont faire des vidéos dans tous les sens et qui pourraient foirer sa boîte, entre guillemets. Donc des gens plutôt discrets et très très bons. Je pense qu'à l'intérieur de tout ça, il doit y avoir des process de dingue. C'est extrêmement performant. Je sais pas du tout comment se sont calées les offres, donc je ne peux pas en parler du tout. Maintenant, Emmanuel, si tu nous écoutes, on peut se faire une petite vidéo pour parler de ça. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. La cible, évidemment, grand compte avec... Côté offre, on est quand même plutôt sur de la spécialisation, donc vraiment rester dans un univers assez cloisonné, référencement naturel, SEO, contenu qu'il a couplé avec le SEA, le SMA, et bien sûr une grosse partie de formation, parce que je pense que c'est des gens qui accompagnent des équipes. Étant donné qu'ils bossent pour des grands comptes, ils sont face à des boîtes qui ont aussi en interne de la main-d'œuvre. Donc du coup, je pense qu'il y a un vrai principe de transmission et d'autonomie du client. Donc c'est vraiment un modèle particulier
qui fonctionne, je pense, très très bien. Donc bravo à ce type de réussite. Donc voilà, si on veut gagner du fric en service et en agence, il faut grossir, il faut recruter extrêmement bien, il faut aller chercher bien sûr du très très high ticket. Mais bien sûr, il y a plein de modèles complètement différents. On peut aussi être extrêmement spécialisé. Souvenez-vous de Germinal, par exemple, paix à son âme, qui était vraiment sur le gros hacking et la formation comme ça d'équipe avec pareil, du high ticket. Et on peut aussi retrouver des modèles d'agence assez différents. Je pense par exemple à Silex, créé par Sylvain Delaporte. Donc vraiment, l'agence qui est complètement basée sur le netlinking. Donc ils ne font qu'une chose, c'est de gérer des budgets de netlinking et du coup, ils vont se spécialiser là-dessus. Il va aussi créer des outils qui vont correspondre aux besoins de ses clients sur un besoin très particulier et du coup, c'est très intelligent parce que du coup, si tu es expert dans quelque chose, donc évidemment, si tu veux pas trop grossir ou du moins tu veux, je sais pas moi, aller un peu plus vite, il faut avoir une expertise très forte dans un domaine très précis et se concentrer dessus. On l'a vu, souvenez-vous, avec, comment ça s'appelle, Performance, Web Performance, du coup, l'agence dédiée à la web perf des sites, qui, grâce à une expertise unique, du coup, se retrouve invité dès qu'on veut parler de web perf. On pense à eux, on les invite, ils sont dans les podcasts, ils sont référents, du coup, dès qu'on va chercher des PDF d'optimisation, de la formation, ce que vous voulez. En tout cas, à partir du moment où tu es sur un monosecteur comme ça, tu peux l'éponger comme jamais. Et tant que ce secteur est plébiscité par des clients, que tu es l'expert en plus, c'est jackpot. Tu peux monter beaucoup plus vite qu'une agence généraliste. Et on peut aller très très loin comme ça dans l'ultra spécialisation. Exemple donc Didomi. Didomi, c'est une boîte de gestion de cookies, grand compte aussi, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre cher ami Grégory Perrin, donc DG de Okara. Okara utilise Didomi pour sa gestion des cookies. Et Didomi, pour tout vous dire, j'ai mon voisin au coworking de Bergerac qui bosse pour Didomi, qui est un des premiers d'ailleurs de la société. Ils étaient 6 quand ils ont commencé. Ils sont 150 maintenant. Waouh! Juste pour de la gestion de cookies, ça peut grossir comme ça, c'est une dinguerie. Donc des fois, moi je pense que la spécialité, c'est quand même vraiment un game changer quand on veut lancer une agence. Alors la difficulté et les freins de l'agence, c'est toujours cette peur de devoir grossir et donc recruter. Et c'est vrai qu'en France, c'est compliqué déjà de trouver les bons profils. Et quand tu te rates, tu sais que tu prends 30K dans la gueule. Donc le premier gars à recruter quand on veut grossir fort, c'est un recruteur. Voilà. Ensuite, évidemment, c'est de savoir suivre le marché. Et puis, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter, comme l'a fait d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, comme l'a fait Uplix, par exemple, d'aller taper partout et de créer un plugin Chrome de SEO. C'est ultra intelligent. J'adore cette idée. Bravo. Bref, du coup, réussir une agence, le recrutement, le process, l'offre, la cible. Et je finirai par le package. C'est-à-dire que, alors ça va dans les offres, mais on tend vers une société où les gens, ils s'habituent à avoir de labo plus que du sur-mesure. Donc je pense que, en tout cas moi, je me dirige là-dessus. Il faut proposer des packages mensualisés, quelque chose où il n'y a pas de surprise et surtout après du coup c'est facilement scalable. On peut faire des process beaucoup plus facilement quand on fait des packages. On rentre les gens dans des cases entre guillemets et ça file droit. Allez, on enchaîne sur le freelance. Alors le freelance, qu'est-ce qu'il faut pour réussir et gagner un max de fric en tant que freelance? Alors il faut développer une expertise forte, toujours. Il faut beaucoup plus bosser son personal branding qu'en agence. Après, il y a plusieurs solutions. Évidemment, on connaît les Upwork, les Malt, etc., où il y a des techniques justement pour acquérir un max de devis et de contrats sur ces plateformes. Mais pour moi, un bon freelance aussi, il se spécialise. Alors, on revient toujours à ce côté spécialisation, mais c'est vrai que, je vous dis, Camille Gillet, vous pensez de suite à de la rédaction haut de gamme et brandé, voire storytelling. Alors après, la complexité quand on est freelance, c'est de grossir.
c'est de passer à l'idée, je monte une agence ou je reste freelance. On peut très bien vivre en tant que freelance, sauf qu'à un moment, le temps, il est pas compressible, donc du coup, on va arriver en rate de temps. Donc il y a deux solutions, c'est soit monter au maximum ses prix à l'heure, et dans ce cas-là, on va arriver à un moment où la clientèle, elle aura plus tendance à aller en agence pour avoir du multiservice et plus de monde qui va gérer son biz, plutôt que de faire appel à un freelance. À un moment, c'est assez limite. Donc, le seul moyen de passer encore au-dessus de la step où on est blindé de travail et on est au maximum du TJM possible en tant que freelance, du coup, c'est de devenir un conseiller et donc, du coup, un coach. Alors, quand je dis coach, c'est-à-dire de former, et du coup, d'être tellement bon et tellement plébiscité, que du coup, on va vendre du taux horaire de dingue, c'est-à-dire 300-400 euros de l'heure, ça peut aller jusqu'à 1000 euros de l'heure pour les méga tueurs. Et si on veut encore passer la step d'au-dessus, et c'est là qu'on arrive aux gars qui vendent de la formation, c'est de faire de la formation où il y a 30 pélos devant toi qui vont chacun payer, 50 ou 100 euros de l'heure pour être avec toi, mais tu multiplies ça par 30. Donc, un freelance qui est expert, qui a déjà blindé son agenda de travail, après, il doit passer à du pur personnel branding pour soit continuer à avoir des clients, mais c'est compliqué, il va plutôt former des gens à vendre la même chose que lui, et du coup, dire adieu aux clients et devenir un peu la référence en tant que formateur de ça, ou alors il va être obligé de recruter et de monter une agence. Mais attention, c'est dangereux l'agence qui est basée sur une tête, souvenez-vous, Corleone Biz. Faut vraiment pas se rater. Allez, je vais enchaîner sur l'édition de site. Alors, dans l'édition de site, qu'est-ce qu'on va avoir? L'affiliation, bien évidemment, la vente de liens. Nous avons aussi Disco, qui tourne très bien en ce moment. Il y a bien sûr le SaaS, alors je le mettrai un petit peu à part que de l'édition. Et puis, vous allez avoir tout ce qui va être agrégateur, c'est-à-dire un petit peu des annuaires ou alors des boîtes comme travaux.com, par exemple, qui agrègent des professionnels, vont chercher du leads, font la relation entre les deux, prennent de la commission. Alors, voyons ensemble les différents modèles et les avantages et inconvénients de chacun. On va commencer avec Discover, parce que c'est vraiment le côté buzz du moment. En plus, il y a Ninja Linker qui vient de faire une vidéo avec Romain Pirotte sur le sujet, que je vous invite à aller regarder d'ailleurs, je vous mettrai pas le lien, démerdez-vous. Je pense que toutes les clés, elles sont dedans. David, c'est quelqu'un qui donne énormément quand on discute avec lui, il a aucun problème à parler, ça lui a même porté pas mal de problèmes il y a quelques années en arrière, parce qu'on est quand même dans un monde de requins. Alors Discover, évidemment, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps parce que, comme il l'a dit, ça ne s'arrête jamais. Et si tu t'arrêtes, tu flingues ton site. Donc, du coup, il faut être très très bon et pas partir en vacances pendant 15 jours. Ou alors, faut savoir déléguer. Bon courage. Donc, Disco, il faut publier beaucoup. Il faut trouver des bons hooks pour avoir quelque chose qui clique. Il faut investir un petit peu dans le push. Il faut acheter des domaines pour les tester, les valider et les faire sortir et jeter le reste. Donc, il y a un gros taux d'échec. Ça veut dire qu'il faut quand même pas mal de pognon quand même au début pour se lancer. Parce qu'avant d'être rodé et de faire les process, on va en cracher quelques-uns. Donc, le deuxième point clé de Discover, c'est qu'il va falloir trouver les moyens d'automatiser un maximum les choses. Et c'est pas simple parce que l'IA, elle n'est pas encore au top pour faire des titres vraiment exceptionnels, ni pour trouver les petits hooks entre un sujet et la petite part de créativité qui va faire que tu vas traiter de ce sujet avec un angle très différent, qui va faire que tu vas buzzer alors qu'il a déjà été traité hier. Donc, c'est un modèle qui peut vraiment faire beaucoup de fric, mais par contre qui peut être très décourageant. J'en ai fait l'expérience, j'ai essayé, j'ai gagné un petit peu, mais c'était tellement fatigant que j'ai stoppé, j'arrivais pas à gérer mes clients. Donc du coup, pour moi, c'est un modèle qui est viable si vraiment tu t'y mets à fond. Et il faut rien lâcher parce que tu peux te vautrer, et d'un coup, ça va exploser. Et quand ça va exploser, ça va te remonter en tu sais quoi, c'est une crypto en fait. Disco, c'est une crypto. C'est-à-dire que tu vas faire boum, wouh, voilà, c'est bon, on part en vacances chérie. Et puis derrière, bam, ton site, il se fait éclater la gueule, il n'y a plus rien qui rentre, il y a plus de thunes. Fin de l'histoire, tu repars au charbon.
Donc, il faut pas miser sur un seul site. Et vu comment déjà c'est beaucoup de travail pour un seul site, quand tu en as une dizaine à gérer, tu as intérêt d'automatiser bien les choses et d'être très très bon, voire d'avoir une petite équipe derrière, genre en offshore pour faire pour toi. Mais par contre, en tant qu'éditeur, pour l'instant, c'est le modèle pour moi qui rapporte le plus quand tu réussis, à condition de t'y investir vraiment massivement. Il faut avoir les couilles bien accrochées parce que quand tu as acheté un domaine, un bon Genius bien quali à 10K et que le truc il rentre pas et que tu recommences le lendemain, faut quand même pas avoir peur. Ensuite, celui que tout le monde attend, la vente de liens. Alors, il y a deux écoles. Il va y avoir l'école peu de sites extrêmement quali. C'est, je pense, beaucoup d'investissement de temps au départ et du gros travail, mais à long terme, ça reste quand même le plus rentable. Et puis, il y a le modèle que moi j'avais choisi de faire beaucoup de sites et puis d'avoir beaucoup de déchets. Mais en fait, ça te demande une certaine usine à gaz pour gérer tes contenus, tes mises à jour de page, aller chercher des mots-clés, faire en sorte que tous les sites soient travaillés en même temps. Je pense par exemple à mon ami Cédric Guérin, qui a une vraie usine à gaz de gestion de sites. Courage, parce que franchement, c'est vraiment fort d'avoir fait ça, parce que c'est très compliqué. Mais on le sait, gérer beaucoup de sites, ça nécessite aussi, du coup, beaucoup d'automatisation. Et puis surtout, on va avoir tendance à faire toujours les mêmes sites. C'est-à-dire, pour faciliter son organisation, soit on va avoir une typologie de site précise, et donc du coup, on va aller sur tous les secteurs d'activité, mais par contre avec des sites assez proches. Et du coup, quand ce site il plaît plus, c'est tous tes sites qui vont se péter la gueule. Ou alors, on va se spécialiser sur une thématique. Donc par exemple, on va faire que de la santé, et on va avoir plein de typologies de sites dans la santé, mais du coup, on réduit son potentiel client. Pour ma part, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, en édition de site, vente de liens pour vraiment faire beaucoup d'argent, je conseillerais d'avoir moins de sites, plus quali, vraiment, et si possible sur une seule et même thématique. Pourquoi? Parce que en faisant ça, en fait, tu vas pouvoir plus facilement démarcher pour aller chercher du client vente de liens en direct. Donc pour moi, l'avenir de la vente de liens, il est important, c'est d'avoir des équipes qui vont, en tout cas un démarchage qui va faire en sorte qu'on va aller chercher de la vente additionnelle sans être dépendant des plateformes. Parce que déjà les plateformes, elles te bouffent une sacrée marge pour un service qui est entre nous de plus en plus déplorable. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, avoir beaucoup de sites, ça demande un gros effort de maintien, surveillance aussi des piratages, de la sécu, de la mise à jour des WordPress. Tout ça, c'est vraiment très très énergivore. Par contre, soyons clairs, il y a encore un marché qui est énorme et je pense pas qu'il soit prêt de se tarir, même si je pense que on est plutôt sur le déclin. À partir du moment où je commence à voir des sites qui viennent se positionner sur des mots-clés type greffe de cheveux ou je sais pas moi, serrurier Paris avec quasiment peu ou pas de liens, c'est que ça commence à sentir le sapin, je pense. Donc pour moi, la vente de liens doit être un business additionnel. On continue et on passe à l'affiliation. Alors, l'affiliation souffre quand même d'une très mauvaise réputation et surtout depuis quelques années de crash plus que connu, assez grandiose. Donc d'abord, tout ce qui était Amazon s'est fait défoncer pour les comparateurs, etc. Ensuite, on a dernièrement les gros sites médias type Ouest France et compagnie qui ont commencé à dégringoler avec leurs comparatifs aussi, alors que eux bénéficiaient de la puissance du domaine. Donc c'est clairement, on n'en veut plus. Et dernier en date, on peut aussi citer par exemple indépendant.io qui pourtant était plutôt quali sur le comparatif de logiciels et de SaaS en général à destination de la gestion d'entreprise qui s'est fait défoncer et qui remonte comme il peut. J'ai même vu tout à l'heure qu'il faisait de l'ADS. Donc de l'ADS pour de l'affiliation, c'est chaud. T'as vraiment intérêt à avoir des bons gros rêves chers. Donc, je pense qu'on peut encore réussir en affiliation, à condition d'être dans une niche et d'incarner cette niche. Je pense par exemple au dernier gars
je sais plus son nom, qui lançait un site sur les comparatifs et les tests d'outils en IA, qui a plutôt bien marché son site. Et je pense aussi, bien sûr, à Arthur avec sa chaîne ABBA, A-B-B-A, où il bosse sur de l'IA et puis Bolt, pas mal sur Bolt, qui nous a présenté ses résultats en termes d'AFI, du coup. Et c'est extrêmement prometteur. Donc ça veut dire que du coup, il faut plutôt bosser sur d'autres médias que le SEO pour réussir en affiliation à l'heure d'aujourd'hui. Ça peut très bien marcher. Donc évidemment, il faut trouver les meilleurs affis avec surtout des rev share de préférence. Donc c'est pour ça que les SaaS et tout ça, ça marche très très bien. Je pense l'affi produit comme on l'a connu, Amazon et compagnie, c'est un peu fini. On va plutôt s'orienter sur de l'affi, je sais pas moi, comme j'aime et ce genre de conneries, donc plutôt du recurring, de l'abonnement, des choses comme ça. C'est là où il y a beaucoup de pognon. Alors du coup pour l'affi, comme j'ai dit, on peut travailler white hat, c'est-à-dire avoir un très très beau site avec des vrais bons contenus, etc., couplé avec des chaînes médias dans lesquelles on vient vraiment drainer du trafic et être un expert de sa niche. Ou alors on peut évidemment faire le bon vieux dégueulasse avec du bon gros parasite SEO, donc plutôt Black Hat. C'est pas pérenne, ça va tenir comme on peut. Si on réussit, on peut faire vite beaucoup d'argent, mais le lendemain c'est mort. Donc c'est vraiment deux écoles. Pour ma part, je fais plus d'affiliation, j'en ai eu fait dans le dating pendant un petit moment. Amazon, ça va pas, j'ai jamais réussi à vraiment gagner d'argent avec. Mais si je devais me relancer, je pense que je ferais comme Arthur, je ferais que de la vidéo. Voilà, parce que quand Google il décide de plus aimer un site d'affi comme on le voit avec indépendant.io, c'est tout ton business qui s'écroule. Et puis on se souvient aussi de je sais plus son nom, Selectra, je crois. Qui chialait là parce que son site s'est fait éclater, alors que soi-disant il fait les meilleurs contenus, etc. Ça reste quand même des contenus de merde pour du comparatif. Mais il y en a quand même certains qui s'en sortent. J'ai vu par exemple le site maniac.fr qui est toujours un comparatif dégueulasse et puis qui tape ses 80K sur SEMrush. C'est bien, mais j'y crois pas. À long terme, j'y crois pas. Je pense qu'il y a aussi un gros marché sur tout ce qui peut être vendu auprès des gens qui consomment fortement sur TikTok ou sur Twitch, tout ce qui va être autour des jeux vidéo ou des trucs qui s'achètent dans les jeux vidéo. Allez, on continue. On passe au shopping. Je commence à être fatigué. Il est 19h12 et mais c'est pas grave. C'est rigolo de faire ça. 22 minutes de vidéo. Je continue tranquillement. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Le shopping. L'e-commerce, c'est vraiment quelque chose qui explose en ce moment. On le voit avec Shopify, on le voit avec tous ceux qui font du drop, etc. On va parler après du drop. Là, je vais parler du shopping. Vraiment, je fais du shopping. Alors pour moi, le shopping, c'est très fort, mais c'est chiant. C'est chiant. Après, il y en a qui adorent ça. Moi, perso, je trouve ça extrêmement chiant. Même en tant que SEO, un client e-com, je trouve ça chiant parce que une fois que tu as fait la technique, clairement, faire des fiches produits, il faut qu'ils le fassent eux-mêmes parce que t'es pas sur place. Moins qu'ils t'envoient des cartons de produits et que tu t'amuses à les prendre en photo et à en faire un méga descriptif, mais par donner des méthodes pour dire, les gars, vous allez montrer votre produit, vous allez le présenter, en faire une très belle fiche, etc. Pour moi, les fiches produits, elles n'ont pas lieu d'être optimisées plus que ça. Et les catégories produits, on est en train de faire de la désoptimisation dans tous les sens. Donc, c'est chiant. Par contre, c'est vrai que il faut créer une marque, il faut vraiment créer une très belle marque, il faut l'incarner. Moi, j'ai longtemps bossé, ça y est, c'est plus mon client officiellement pour Attila, donc les arbalètes et les arcs. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a énormément bossé ses réseaux, s'est mis à faire beaucoup de vidéos. Je l'ai tanné pendant des années pour qu'il montre sa tête sur les vidéos. Ça a été très compliqué, mais quand il l'a fait, ça a été... C'était magnifique. Et puis, il a su créer vraiment une communauté, une marque, quelque chose de beau. Par contre, il incarne son produit, sa boutique. Et voilà. Ça demande beaucoup de travail d'ailleurs pour développer son catalogue, se battre avec les fournisseurs. Pour la petite anecdote, par exemple, pendant le Covid et que c'était compliqué pour se fournir, il a asséché ses concurrents. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de trésorerie. Il a pris les plus gros fournisseurs et leur a dit je vous achète tout. Tout. Vous me faites un conteneur, boum, j'achète tout. Puis combien il y en avait 120 000 € de stock, un truc comme ça.
il a vidé les fournisseurs. Du coup, quand les concurrents sont allés se fournir pour du 10-15K de stock, les fournisseurs, ils ont dit « Bah non, on n'a plus rien ». Et là, clairement, il a pris un gros avantage face à ses concurrents. Et après, on fait quoi? Je veux dire, on a un e-shop, ça tourne, etc. D'ailleurs, Greg pour Okara, ouais, j'aimerais bien qu'on en parle et que tu m'expliques un petit peu comment on fait pour pas s'ennuyer. En tout cas, moi j'ai des clients qui avaient un gros e-commerce qui cartonne, et clairement, après, au bout d'un moment, ils ont envie d'en ouvrir un deuxième et puis de se lancer sur un autre marché proche, pas similaire, mais proche du premier qu'ils ont, pour compléter la gamme, pour aussi profiter de la base de données client qu'il a et venir aller les amener sur d'autres produits complémentaires. Je vous donne un exemple tout con, mais tu fais des interrupteurs, tu vas faire des ampoules après, quoi. Ou du câble électrique, j'en sais rien, mais tu vois, tu multiplies ton marché. Donc, il faut savoir, je pense, trouver les bons fournisseurs. Il faut savoir stocker son argent pour acheter au bon moment et bien gérer ses stocks. Il faut être très très bon sur le branding. Il faut savoir livrer vite. Souvent, alors ouais, c'est un autre cas. Tiens, ça c'est intéressant. Dans le shopping, par exemple, moi j'avais un client qui était sur une niche qui est les gouttières. Et en fait, à partir du moment où c'était le seul à bien gérer dans toute l'Europe la distribution de gouttières de 4 mètres de long, il n'y avait plus de concurrents, il avait réglé le plus gros problème et du coup, il pouvait tout éclater. Donc, des fois, ça ne tient qu'à rien, une réussite, à capter un fournisseur et le bloquer, ou alors l'expédition et la livraison. Le meilleur là-dessus. Donc, pour moi, pour faire du fric en shopping, il faut bosser la marque, et puis devenir un leader dans sa thématique. Voilà, tout simplement. Je vais faire un petit passage vite fait sur le dropshipping, mais c'est pas un milieu que je connais beaucoup parce que je l'aime pas beaucoup. Pour moi, après, c'est ma vision extérieure à ce milieu. Pour réussir vraiment en dropshipping, il faut être un crack en scrapping. Il faut être un crack en automatisation pour avoir des gros catalogues, savoir les importer facilement, gérer très très bien son contenu, donc l'automatisation de rédaction, etc. C'est le plus compliqué, c'est aussi avoir des images uniques et donc du coup savoir gérer les médias. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le plus gros problème après qu'on va retrouver sur le dropshipping, c'est évidemment la livraison et le support. C'est-à-dire que si tu fais que du chinois, tu vas être en galère sur les délais, voire la qualité des produits délivrés si tu les as pas testés, ou encore l'état du produit à sa livraison. Donc, il faut faire super gaffe à ça, c'est-à-dire on évite les trucs qui cassent, l'électronique, etc. Parce que sinon, au niveau support, c'est une cata. Voilà, et puis le côté tech, c'est-à-dire qu'il faut être très très bon pour maîtriser soit WooCommerce, PrestaShop ou Shopify, j'en sais rien. D'ailleurs, attention à la grosse dépendance de Shopify, on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Moi, j'ai toujours du mal à être trop dépendant d'un outil. C'est quelque chose qui me fait très très peur. Donc j'ai jamais été fan comme ça d'un SaaS comme ça où tout ton business dépend de ce SaaS. Tu dois dégager de ce SaaS, bon courage. Du coup, on va passer à la suite. C'est-à-dire que là, on a vu les différents modèles d'entreprise, de business et de choses qu'on peut faire pour gagner du fric sur Internet. Maintenant, on va passer à ce qui est le game changer du moment. C'est quelque chose que Asynchrone dit tout le temps, si vous le suivez, c'est le branding, évidemment. Parce que en vrai, une fois que tu as bossé ton branding, que tu es connu, que tu incarnes quelque chose dans un business, en fait, ta communauté, tu peux lui vendre n'importe quoi. On le voit avec les wizards qui vont ouvrir un SaaS de rédaction. À partir du moment où tu as vraiment une grosse commu, c'est vachement plus facile. Tu as un site à vendre, tu es connu, tu balances le truc sur Twitter et puis les gens te font confiance et les 50K, ils tombent dans la semaine. Voilà, je vous donne ce cas-là parce qu'il est arrivé il y a quelques jours, si vous suivez un peu. Mais du coup, comment on fait pour bosser le branding?
Et là, bah, je suis pas le meilleur pour vous le dire parce que je suis pas très bon. Mais de ce que je vois et de ce que je connais de ça, il faut évidemment une excellente maîtrise sociale. Il faut une excellente maîtrise de la conception de vidéos et du montage. Voilà. Il faut vraiment avoir bossé comme un dingue son départ, c'est-à-dire qui on est, à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on vend avec le MVP, donc la base, le minimum value product, donc d'avoir une offre très très simple, une cible extrêmement précise et l'image qui va bien et qu'on va renvoyer à cette cible et qui est parfaite. J'ai noté dans mes notes ne pas avoir de race. Parce que de ce que je vois sur tous les entrepreneurs qui font du branding et qui bossent leurs réseaux sociaux, j'ai toujours ce décalage entre le titre, l'image et le côté putaclic et ce que je vais retrouver dans la vidéo qui est bien, mais pas à la hauteur de ce qu'on m'a vendu au départ. Ça va autant sur des débuts de short, on le voit avec les hooks, les trucs comme ça. Donc j'ai noté ne pas avoir de race. Ouais, il faut pas avoir de race pour réussir son branding. Et puis il faut se créer un personnage parce que les gens ils ont besoin de t'imaginer comme quelqu'un de très précis. Et c'est vrai que en général, une fois qu'on rencontre les gens en réel, on est assez loin, ou du moins c'est pas exactement le personnage qu'on connaît sur les réseaux ou en vidéo ou dans ces médias. Donc pour moi ça c'est clairement le truc qu'il faut faire, et puis c'est très compliqué évidemment, tout le monde veut le faire, tout le monde en rêve, sauf que tout le monde n'a pas l'aura pour développer un branding fort, ni pour ce... Alors moi par exemple, ma problématique c'est j'ai une agence de communication globale, donc c'est très compliqué de devenir expert dans un truc très précis et de cibler quelqu'un de très précis parce que c'est pas ce que je fais tous les jours en fait. Et c'est très compliqué parce que je suis pas tout seul. Donc je peux pas improviser et puis surtout je me lasse très vite. Donc je vais lancer quelque chose et si je vois que ça prend pas très vite, je vais le dégager, je vais passer à autre chose. Déjà là c'est un miracle que cette newsletter elle existe encore. Mais j'y crois, je pense qu'il faut rien lâcher, il faut y aller. Et puis je vais compléter avec le SaaS. Le SaaS, tout le monde parle de SaaS. Il y a des mecs qui sont tous là sur Twitter et sur TikTok. Je vais créer mon SaaS. Je vais vous montrer comment j'ai créé mon SaaS. Alors là, c'est l'effet un peu asynchrone avec ces formations qui a créé une multitude de gars qui veulent faire des SaaS ou qui veulent montrer comment en temps d'étape ou en temps de jour ils vont créer quelque chose et puis en fait ils créent rien du tout parce que c'est des grosses merdes. Et qu'ils n'ont pas le départ, c'est-à-dire le background tech ou marketing, ou même la rage d'aller jusqu'au bout du truc. Sauf, évidemment, comme dans toutes les formations, 1/100 de gars qui vont réussir et qui vont être tellement mis en avant qu'on va en recruter 100 de plus. Mais c'est le jeu, c'est pas grave, ça fait partie du truc, c'est comme ça, et une fois qu'on l'a compris et qu'on l'accepte, on vit avec, il n'y a pas de problème. Du coup, donc oui, j'étais sur le SaaS. Pour réussir avec son SaaS, alors déjà, c'est vachement plus facile quand on a fait le boulot de branding avant. Et que quand on ouvre son SaaS, on a déjà la commu qui est prête à payer, quoi. Prends mon argent, là, tac, tac, tac. Voilà, tu vois. Je sais très bien que le SaaS des Wizards, il va marcher parce qu'ils ont fait tout ce qu'il faut avant pour que quand ils l'ouvrent, même s'il était à chier, et je pense pas qu'il sera à chier parce qu'ils sont pas trop cons, même s'il était à chier, il marcherait. Voilà. Comparé à quelqu'un qui va être un dev dans son coin et qui va faire un super truc, si derrière il a rien pour le promouvoir, son truc il va rester dans son coin. On l'a vu aussi avec Stéphane Madaleno quand il s'est mis à faire du SaaS, TextBulker, etc. Et puis bien sûr Alloscan, ça a été une formidable réussite. Parce que c'est quelqu'un qui est connu dans la communauté, qui est respecté, et je pense que beaucoup en plus le sous-estimaient, entre guillemets, alors qu'on est nombreux à penser clairement que c'est un des meilleurs SEO de la génération actuelle. Donc, du coup, voilà, d'abord, lancer un SaaS, il faut d'abord lancer une commu, c'est beaucoup plus facile que d'arriver direct avec son SaaS et puis espérer que ça prenne. Il faut incarner un truc fort, donc ça fait partie, voilà, ce côté de branding. Des fois, quand on va lancer un SaaS ou plusieurs, on risque aussi d'échouer, d'en vautrer quelques-uns et puis de recommencer jusqu'à ce que ça soit bon. Ou alors, avant que ça échoue, de faire de l'achat, enfin de la création de SaaS, de la revente et puis de recommencer.
c'est possible aussi. C'est long, c'est vraiment un travail long parce que ça demande un gros investissement qui a été quand même vachement réduit dernièrement avec toutes les aides à la conception technique et le fait que le développement a largement baissé en prix parce que c'est beaucoup plus facile et assisté. Donc là où il fallait avant, je sais pas moi, 50K pour lancer un SaaS, maintenant avec 10K on peut déjà faire un truc très bien. Par contre, quand on fait un SaaS, il faut aller vite, surtout si on est sur de l'IA ou de la techno qui va qui est un peu buzzy parce qu'on veut profiter du moment. Donc, il faut faire aussi extrêmement gaffe à la concurrence. Il y a énormément de... Enfin, c'est plutôt... quand tu vas réussir ton SaaS, il y a plein de gars qui vont lancer un concurrent. Parce qu'ils vont voir le pognon, ils vont voir que ça tourne et ils vont dire « Pourquoi pas moi ?» Suffit que tu aies un concurrent qui soit un peu plus connu que toi et qui soit sur la même cible ou le même marché que toi ou la même communauté. Donc nous, par exemple, avec le SEO. Et il peut concrètement ruiner ton business. Parce que si toi, tu avais la solution hier et que demain, il apporte même pas une meilleure solution, juste il apporte une solution, mais par contre, il est plus aimé que toi, il va t'éclater la gueule. Donc, pour justifier ce cas, prenons par exemple TextBulker qui répondait à un besoin avec une simplicité hallucinante. Ça marche très très bien et puis je pense que ça continue à marcher très très bien. Mais je pense que quand par exemple un outil comme Skotch est arrivé et a commencé à faire les choses très bien aussi, ça a dû taper un peu sur son marché évidemment. Et puis quand les Wizards vont ouvrir un concurrent à Skotch et à TextBulker, ils vont aussi taper dans le marché. Donc il va y avoir comme ça cette masse financière qui va se déplacer et c'est pour ça qu'il ne faut pas se reposer sur un seul tool et se dire c'est bon, c'est fini, j'ai fait le job, let's go quoi. Je pense par exemple à Linkfinder actuellement qui est tout seul. Je trouve que c'est un outil très sympa, très pratique, mais le ratio prix payé, résultat obtenu, et limite en plus avec les différents forfaits, il est trop... C'est clair qu'à un moment, si quelqu'un n'est pas trop mauvais, il peut y aller sur ce marché et faire moins cher et mieux. Et ce jour-là, je pense que beaucoup annuleront l'abonnement pour aller chez le voisin, c'est évident. Puis souvenez-vous aussi, on parle beaucoup de l'IA, mais je sais pas si vous vous souvenez de Jasper, quoi. Le truc, c'était une bombe, ça a été valorisé de ouf, et puis derrière, il y a ChatGPT qui est arrivé, et fin de l'histoire. Je sais même pas si ça existe encore, et si ça fait encore du CA. Je me suis pas renseigné, mais je pense qu'ils ont bien pris une claque, quoi. Et puis, le petit plus quand on a un SaaS, c'est qu'on peut... créer de l'affiliation, c'est-à-dire amener des gens à devenir des affiliés et à vendre votre produit et à se faire du pognon avec, et vous encore plus. Donc c'est toujours mieux de fournir les stations-service que de vendre l'essence au gars qui a sa petite voiture et qui vient comme ça. Voilà, donc SaaS, gros business pour gagner un max de fric. Mais attention, il faut savoir vendre au bon moment. Ou alors, racheter ses concurrents. Cas de Rocket Links qui rachète eReferrer. Bravo pour eReferrer pour la vente. Et bravo pour Rocket Links d'avoir une belle part de marché comme ça. On va passer aux études de cas. Ça sera une vidéo, je ne vais pas partager mon écran. C'est pas comme ça que je voulais la faire, donc on est sur de l'oral, c'est un exercice qu'il faut que je fasse. Donc plus que vous donner de l'information et délivrer de la valeur, il y a aussi ce côté dans cette vidéo où je m'entraîne à parler face à une caméra sans regarder l'écran, comme je le fais là, sans regarder mon deuxième écran qui est à droite avec le retour. Et pourtant, je pense que quand je vais regarder la vidéo, c'est arrivé plein de fois. Mais c'est très très compliqué, c'est vraiment pas facile. Alors, dans les études de cas, j'ai noté pas mal de gens que je pense très intéressants. Prenons par exemple Freudix, avec son outil automatique.ia.
Je pense que c'est une jolie réussite parce que c'est quelqu'un qui va vraiment bosser sur l'esthétique de l'outil, le côté hyper fonctionnel. Alors c'est un outil que je n'utilise pas, donc je ne vais pas parler de l'outil en lui-même, je vais plutôt parler de la communication. C'est quelqu'un qui fait des lives très régulièrement, tous les matins en général, je me lève, je vois live de Fredix, je me connecte des fois dessus, j'écoute 10 minutes et puis voilà. Mais c'est hyper bien parce que du coup, il remet une petite pièce tout le temps, toujours il vient te chercher, te dire tiens, j'ai fait ça de nouveau, tiens, regarde ça, allez, je te fais une démo, machin. C'est bien, il anime sa communauté et c'est extrêmement intelligent. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut lancer un autre SaaS demain, ça marchera parce que ça y est, il a créé son univers, il a sa clientèle, entre guillemets, ses users. Il a juste à leur donner une solution à une autre problématique et ça roulera tout seul. Autre étude de cas de belle réussite, les Wizards évidemment. Cette association de 3 personnes avec 3 profils différents, je trouve ça extrêmement réussi. Le format a été vraiment bien travaillé, c'est-à-dire qu'on commence la vidéo avec des petits cuts de choses hyper intéressantes qu'on va retrouver dedans, le petit bip qui te dit « Waouh, il y a eu un tip, c'est tout, j'ai trop envie de voir ». Et puis l'esthétique générale de la chaîne et de l'environnement est très très réussie. Ils ont créé des events, donc réussir à remplir en quelques jours 300 places à 300 balles, c'est bien, c'est top. Voilà, donc l'événementiel, c'est aussi un business qui peut rapporter énormément si on est bon. Il y a des mecs qui font que de l'événementiel autour de la formation, du coaching, etc. Ça cartonne et ça fait vraiment beaucoup d'argent. Après, troisième cas d'étude, Léo Poidet, qui m'a gentiment dit que c'est moi qui l'avais lancé, puisque la première fois qu'il était en vidéo, c'était avec moi sur ma chaîne. Merci Léo, ça me fait plaisir. Léo est très fort parce que il y va. Et par contre, il s'en fout de la forme, quoi. Il a toujours un t-shirt dégueulasse, les backgrounds sont dégueulasses. On est à l'inverse total des Wizards où c'est hyper peaufiné. Tu vois qu'il y a les petites lumières en arrière-plan, le petit flou qui va bien, tout ça. Lui, il s'en bat les couilles. Maintenant, est-ce que c'est pas parce qu'il a pas la même, pas le même target, pas le même public? Là, il veut lancer une agence, donc moi personnellement, je l'aurais pas fait comme ça parce que j'aurais essayé d'arrondir un petit peu le truc. Mais vu qu'il a bossé beaucoup avec des boîtes dans le casino, dans ce genre de choses, c'est peut-être aussi le style qui va avec. Et de toute façon, il envoie tellement de contenu que même si c'est pas bon, ça marchera. Donc à partir du moment où personne peut ouvrir YouTube sans voir une vidéo de lui ou Twitter ou TikTok, et pour moi c'est réussi. Donc je le mets en réussite évidemment. Ensuite, un autre cas d'une belle réussite, évidemment, Amandine Barthes. Tout le monde en a parlé. Beaucoup ont craché. Moi le premier. Mais on peut rien enlever, parce que moi je le fais en rigolant, mais on peut rien enlever à la réussite. C'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait, les shorts sont réussis, la marque est réussie, donc elle est sortie de Wallaxy et puis elle s'est mise à son compte, elle a créé une petite agence avec, je crois, 4 personnes ou 3 personnes. Et déjà, elle ambitionne de créer une franchise, donc c'est extrêmement réfléchi. C'est très bien fait. On sent que c'est quelqu'un en plus qui a une vraie belle appétence pour la vidéo sociale. Donc c'est quelqu'un qui consomme et qui crée. Donc elle a tous les codes de la réussite sur les réseaux sociaux. Et elle a lu ça avec le côté humour, SEO sans migraine, la loutre, etc. C'est beaucoup de petits codes, les petites peluches sur les vidéos. C'est bien parce que du coup, elle s'est créé le personnage qui va bien. Maintenant, elle est jeune et puis elle a ce côté un petit peu petite fille qui est rigolo, machin. Qu'est-ce que ça va être quand elle va vieillir? Je pense que ça marchera plus, mais elle s'adaptera, comme tout le monde. En tout cas, c'est réussi. Alors, Steph Madaleno, du coup, j'en ai déjà parlé au niveau des SaaS, mais pour moi, c'est une des plus belles réussites, hein, clairement. C'est très réussi parce qu'il l'a réussi sur, non pas sur le fait
buzzer ou de faire du dégueulasse ou du putaclic, etc. Il a réussi parce qu'il est bon, parce qu'il est doué. En gros, il a réussi sur son expertise et ses compétences. Et c'est pour moi la meilleure des réussites, évidemment, parce qu'il est reconnu comme étant l'un des meilleurs, voire le meilleur. Et si vous regardez l'esthétique d'Aloscan, qui est une belle réussite, c'était pas gagné, parce qu'on est sur quelque chose qui est complètement différent de tout ce qu'on connaît en termes d'UX. C'était audacieux. Voilà, c'est bravo, bravo. Je vais faire un petit passage vite fait sur, pour moi, quelque chose qui est un échec. Même si tout le monde le connaît et il est ultra visible, c'est Fabien SEO, qui est le mec qui fait le plus de veille sur le SEO et qui a été connu comme ça parce qu'il partageait tout ce qui se passait, qui a monté la plateforme VIP SEO, mais en fait c'est quelqu'un qui n'a pas les codes du marketing. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui pourrait avoir une très très belle réussite, beaucoup plus que ce que c'est actuellement. Il participe d'ailleurs au SEO High Level, donc clairement il a la reconnaissance de ses pairs sur la qualité de ses compétences en SEO. Mais en fait, avec tout ce qu'il a en background, il pourrait faire un max de cash, il pourrait créer des trucs, ça serait des machines. VIP SEO, c'est pas très beau, c'est pas très réussi en termes d'UX, d'ergo, il n'y a pas de com, le logo il est dégueulasse. Donc c'est pas quelqu'un qui est vraiment poussé là-dessus. Et c'est dommage parce que je pense qu'avec un accompagnement sur ces sujets, il pourrait vraiment mieux incarner sa marque et faire quelque chose de très très fort. Ensuite, on fait un petit tour sur TikTok et on parle de QSEO. Le gars a tout compris. Vous cherchez des hooks et des idées de choses à faire autour du SEO. Je pense que c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Et en fait, c'est grâce ou à cause de QSEO que je me suis lancé sur TikTok la semaine dernière. Parce que j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai regardé ses dernières vidéos et tout. Je me suis dit, putain, il est fort, c'est bien, c'est réussi et tout. Et puis après, j'ai trié ses vidéos par les plus anciennes. Et j'ai regardé ses premières vidéos. Et là, je me suis dit, ah, en fait, c'était un peu de la merde, hein. Et du coup, ça m'a rassuré. Je me suis dit, bah, moi aussi, je peux faire de la merde un peu. Et ça devrait passer. Donc, belle réussite. Bravo. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait aussi aller sur d'autres médias, d'autres supports et vendre aussi du SaaS, des trucs comme ça. Et je pense qu'il n'est pas encore chaud, mais quand il le fera, ça devrait cartonner. En tout cas, quand tu as... je sais plus, 60 000 sur TikTok. Normalement, tu as une petite communauté pour lancer quelque chose. On passe ensuite à donc David Dragesco, Ninja Linker, qui est à fond sur Discover en ce moment. Bravo, parce que du coup, il est en train tout doucement d'incarner le personnage expert en Discover. Et c'est tant mieux, parce que à la base, il était en Ninja Linking, donc rien à voir. Et puis surtout, il a lancé des fois des petits coups de pub comme ça, d'aller chercher des ventes flash, du genre acheter des liens sur des Gnews avec des packs, avec des prix, avec le petit Google Sheet qui va bien. Il aurait pu faire beaucoup mieux. David, tu aurais pu faire une petite plateforme, lancer un truc, tu pourrais tellement faire de blé avec ça. J'en arrive à Florian Darroman qui du coup est visible beaucoup en ce moment sur toutes les chaînes YouTube de nos copains SEO Gens, on va dire. Florian, j'ai pris sa formation sur Learning Club il y a quelques jours et puis j'ai quasiment fini. Et ben ça me rassure dans l'idée que t'es pas obligé d'être un tueur pour incarner un biz. Parce que lui, il essaie d'incarner le biz de la vente de liens. Et c'est vrai que tout ce qu'il fait, c'est bien, c'est propre. Mais je vois pas de choses exceptionnelles. Et c'est pas grave, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu parles des choses et tu intéresses... En fait, il faut partir de l'idée qu'il y a toujours meilleur que soi. Il y a toujours moins bon. OK ? Et donc, du coup, il est toujours possible, même avec un niveau... moyen, sans être exceptionnel, d'intéresser des gens qui sont moins bons et du coup de leur apporter de la valeur. Parce que le niveau, il est très vague. Il n'y a pas de step. Voilà. Donc il y a toujours des gens qui débutent, des gens qui vont commencer et qui mettront 200 ou 300 balles dans une formation pour les bases de la vente de liens.
Et c'est très bien comme ça. Donc, pour moi, je le mets dans un cas de réussite. Je pense ça fera partie de ces gens qui auront besoin de faire beaucoup plus d'efforts que d'autres pour arriver au même résultat. Je pense aussi en faire partie. Mais du coup, il faut bosser et bravo. Donc, je le mets, voilà. C'est une belle réussite de incarner le bis de la vente de liens sur les réseaux. Alors là, je vais faire une petite aparté sur le cas que j'appelle branleur. Le gars branleur, c'est un mec, c'est un tueur. C'est un tueur. Il a des réponses à tout. C'est pour moi le meilleur orateur que j'ai pu voir en event SEO. C'est Paul Sanchez, évidemment. Paul Sanchez qui a de l'or dans les mains parce que c'est quelqu'un qui comprend tout très vite et qui trouve des hacks à tout. C'est vraiment c'est un tueur. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de mots. Et c'est un tueur. Et pourtant, Paul, c'est quelqu'un qui va rester dans quelque chose d'humain parce que je pense qu'il n'a pas envie de rentrer dans des grosses machines. Donc l'agence, elle reste à taille humaine. Il n'a pas envie de créer un Uplix ou un Digimood ou quelque chose qui va grossir. Donc il va plutôt rester sur quelque chose de plus familial, avec bien sûr un maximum de marge parce que on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. À côté de ça, il est capable de créer des SaaS de dingue, mais il en sort un et puis il s'en fout, il le booste pas plus que ça en market, etc. et advienne que pourra. Donc pour moi, Paul Sanchez, c'est quelqu'un qui s'amuse et qui vit pour s'amuser. Et à partir du moment où ça devient chiant, c'est quelqu'un qui va dégager le truc. Voilà. Donc c'est des profils qui sont très compliqués parce que Paul, il pourrait faire des millions de plus que ce qu'il fait parce qu'il pourrait lancer des SaaS que ça marcherait de ouf. Il pourrait faire beaucoup plus de formations que juste le SHL. Il pourrait créer des boîtes dans toutes les grandes villes, tout tournerait. Il pourrait faire des confs aux US, etc. Que ça irait très bien. Mais il le fait pas. Donc je sais pas si je dois le mettre dans les échecs ou les réussites. Non, j'adore Paul, pour moi c'est le meilleur, voilà. Alors une autre personne, on va parler d'une autre personne qui fait beaucoup de choses en ce moment pour se développer en termes de commu et de branding, c'est Amaury Duval. Amaury qui s'est lancé dans un challenge de créer, je crois, c'était 10 ou 12 SaaS en un an. Bon, il a largement dépassé le délai, il en a fait un peu moins, mais c'est pas grave. Il a sorti des super SaaS et il essaie de les promouvoir et de les incarner. Mais pour moi, Amaury, il a merdé dans sa communication. C'est-à-dire que par exemple, la chaîne d'Amaury, elle s'appelle SEO Augmenté. Elle s'appelle pas Amaury Duval. Ou elle s'appelle pas SaaS Builder, j'en sais rien. Je trouve que la com au départ est pas bonne. Et du coup, en fait, ça fait beaucoup de petites choses, mais qui vont rester des petites choses qui sont certainement très réussies, où il a investi beaucoup de temps. Mais comme en amont, il n'a pas fait le boulot de com ou de branding vraiment height qu'il faudrait, du coup, pour moi, ça fera pas des gros marchés ou des grosses machines. Ou alors, il faudrait qu'après, ils réunissent tous ces outils en une seule solution globale, comme peut le faire, par exemple, SEO Ranking. Et dans ce cas-là, on passe sur une vraie entreprise. On n'incarne plus l'entreprise. On fait comme SEMrush, SEO Ranking. On ne sait pas qui est derrière. Par contre, on met des commerciaux, on fait des machines. Donc, Amaury, si tu m'écoutes, il faut que tu bosses ton marketing. Voilà, il faut que tu bosses ton marketing et puis prends des meilleurs micros. À chaque fois, ton son, il est dégueulasse. Tes vidéos, elles sont pas assez travaillées. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup mieux. Et je pense que tu cherches aussi peut-être un peu trop à vendre les outils plutôt que vendre la personne. Allez, on passe au cas Elliot Bobier. Elliot Bobier, c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de choses. D'abord de l'événementiel avec le SEO by Night, ensuite des outils, à l'époque des outils d'achat de contenu, où on achetait du contenu low cost. En fait, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de flips. Il a aussi été sur l'imprimerie, le textile, toujours dans le mood, dans la mouvance de ce qui marchait à un moment donné.
sans aller au bout du truc pour en créer une vraie brand. Par contre, c'est quelqu'un qui est exceptionnel en gros hacking. Il sait comment faire tilt un truc, il cherche toujours le buzz, il est très très bon là-dedans. Là, il est parti à faire énormément de contenu, saturation de contenu. Donc, il a pris à la lettre les mots de Laurent Bourrelli qui dit peu importe ce que tu fais, tant que dès qu'on ouvre un média, quelque chose, on voit ta tronche. Il est en train de faire exactement ça. Et c'est très bien. Et je pense qu'il est en train de se réorienter sur l'événementiel parce que à Paris, ça a apparemment plutôt bien marché. Donc, tant mieux. J'espère d'ailleurs pouvoir être là au prochain event. J'ai cru voir passer un lieu assez fou. Je ne sais pas si on peut le dire. Mais en tout cas, Elliot, c'est quelqu'un qui, je le mets dans la case des réussites parce qu'il sait toujours se retourner. Ça crache, il repart de plus belle. Et bravo, je pense que c'est un gros bosseur. Gros bosseur. Voilà, je pense que c'est un gros bosseur. Je ne sais pas trop comment sont chargées ces journées, mais elles doivent être chargées comme il faut. Donc, si vous voulez copier Elliot, il faut faire du contenu. Allez, on enchaîne. Laurent Bourrelli. Laurent Bourrelli, tout le monde le connaît, évidemment. Figure emblématique du trash talk. Que perso, j'adore, parce que j'adore le trash talk. Donc, c'est un format qui me plaît. Sauf que malheureusement, c'est un format qui est dur à maîtriser et puis qui peut vite se retourner contre soi quand on va trop loin. Et comme on dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Donc je pense que l'année dernière, ou fin d'année d'avant, ça a été assez violent. Je pense qu'il a perdu pas mal de capital sympathie et donc du coup de gens qui le suivaient parce qu'ils l'aimaient bien et de ce que je vois en fait il travaille sur la reprise de tout ça et puis mais ça reste de toute façon quelqu'un qui sait en tout cas faire du contenu et puis comme j'ai dit au début de l'émission parler pendant 3 heures devant une vidéo quel travail, c'est une dinguerie, c'est dur, c'est très 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 dur. Là, j'en suis à 56 minutes, je suis crevé. Je suis tellement fatigué que j'arrête pas de mettre des pauses pour éviter de dire des conneries, pour réfléchir, etc. Et lui, il fait du live 3 heures non-stop. C'est bravo, moi je suis admiratif de ça parce que c'est un vrai métier. Et puis, si vous voulez suivre comment partir sur de l'international et faire et de l'anglais et du français, c'est la personne à suivre parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Et ça, c'est un travail de dingue parce que faire du multilingue, c'est costaud. Et puis bien sûr, je peux pas parler des autres sans parler de moi parce que sinon on va me dire ouais, tu critiques, tu parles des autres, etc. Tu fais ton petit ton petit truc sur chaque personne et puis mais toi tu fais de la merde ou quoi que ce soit. Alors moi déjà, il faut pas oublier qu'à la base, je suis du côté agence. C'est-à-dire que j'ai des clients et ce qui me fait vivre, c'est des clients. Et c'est vrai que tous les mecs qui sont chefs d'agence, vous les voyez pas trop parler, quoi. Leur boulot, c'est vraiment de gérer une agence et puis les commerciaux font de la vente. Donc, ils bossent pas spécialement de personal branding. Et du coup, c'est compliqué parce que, en vrai, je fais tout ça, mais j'ai pas grand-chose à vendre à la communauté à l'heure d'aujourd'hui. Donc, évidemment, j'ai commencé à faire de la newsletter, de la vidéo, des formats un petit peu comme ça, au début pour le plaisir, évidemment. Et puis, je l'ai fait sans stratégie. Et ça, c'est la pire des erreurs. C'est-à-dire que d'entrée, j'ai voulu faire des choses en me disant « Oh, on va parler de ça, on va parler de ça. » Et en fait, à chaque semaine, je me refais une micro-stratégie pour la semaine et c'est une vaste connerie parce que j'ai pas de plan d'attaque. Donc, je vais l'expliquer brièvement. Le plan d'attaque, c'est simple, c'est que pour l'instant, la newsletter, elle est dédiée aux gens de la communauté. Donc, c'est beaucoup des éditeurs ou des gens qui ont des agences, etc. Donc, c'est pas mes clients. Donc, le but, c'est simplement de prendre du plaisir, d'échanger, de partager de l'information, évidemment, de la connaissance. Et on verra ce que ça donnera, mais il n'y a pas d'objectif financier derrière tout ça. Si ce n'est potentiellement d'être invité à droite à gauche, de discuter, de faire vivre vraiment la communauté. Mais je pense pas que ça va m'apporter vraiment de nouveaux clients. Voilà. Par contre, ce que j'essaie de bosser sur TikTok avec des formats un petit peu plus courts, différents, etc.
Là, j'espère que ça puisse aussi toucher des chargés de com, des gens qui ont des boîtes PME de 20-30 salariés et qui veulent vraiment s'intéresser au SEO, à la communication, au marketing. À terme, évidemment, la chaîne YouTube The Local Network va être aussi fortement modifiée parce que je fais quasiment plus de local en vrai. Étant donné que j'ai beaucoup augmenté mes offres, j'ai plus trop de clients locaux ou alors des boîtes qui ont plusieurs structures sur une zone. Donc par exemple, j'en ai un qui a 3 entreprises en Bretagne, ils sont 60 employés. Là, ça rentre dans la typologie de clients. Mais clairement, si je devais vraiment chercher à gagner un max de fric avec tout ce que je suis en train de faire en ce moment, je devrais faire un rase total de tout ça. D'abord créer une offre très précise avec une cible très précise et aller chercher tous les contenus que cette cible va être susceptible de chercher, évidemment. Donc ça passera par ce que peut demander par exemple quelqu'un qui a des agences, la scalabilité des agences de nettoyage, de plomberie, de ce que vous voulez, c'est-à-dire se développer sur plusieurs territoires. Et donc du coup il y a des problématiques au niveau du site internet, au niveau de la com, au niveau de l'ADS, au niveau du branding, et c'est là-dessus qu'on peut bosser. Ou encore du pur SEO, content marketing, c'est là-dessus où je suis, je pense, le meilleur. Et qui veulent vraiment de l'accompagnement global, parce que nous, c'est ce qu'on fait, hein, c'est-à-dire du SEO, du design, de l'UX, du social, on est une agence de com, donc y a tout ça dedans. Mais en tout cas, je me classe évidemment dans les échecs, parce que j'ai pas su bosser ma strat avant de lancer les choses. J'ai voulu aller trop vite, ou j'ai voulu d'abord me faire plaisir plutôt que de penser au business. Et c'est pas spécialement ce qu'il faut faire. Alors la conclusion de tout ça, parce que à la base on parle d'argent, donc j'ai fait un gros blog sur des études de cas personnels de personnes qu'on peut voir dans notre réseau. Je pense qu'il y a un vrai point clé de la réussite de quelqu'un dans le business, c'est le rapport à l'argent. C'est évidemment de dépenser intelligemment, de savoir dépenser, de dépenser tout court en vrai. C'est hyper important de réinvestir le pognon et de le faire tourner et de savoir mettre 100 à un endroit pour récolter 200, 300, 1000, voilà. Savoir processer et scaler, c'est vraiment un point essentiel à l'heure d'aujourd'hui, surtout avec l'arrivée de l'IA, qui est vraiment l'outil d'excellence pour faire des process, scaler, automatiser tous les petits morceaux chiants de la vie courante d'un entrepreneur. Il faut savoir vendre à temps, c'est-à-dire que tout va très vite. Donc maintenant, quand on monte un business, une société, etc., quand on voit qu'il y a une opportunité de vente qui est sympa, même si on ne pense pas que ça soit optimal, des fois, je pense qu'il faut savoir vendre au bon moment avant que tout s'écroule. Voilà. J'ai vu des sites de vente de liens, par exemple, ou d'affi, qui valaient énormément de pognon, et maintenant, ils valent plus rien. Ils sont morts. Finito. Et les mecs ont jamais vendu, juste ça s'est écrasé, dommage. Et je parle de vente à 50, 70 000. C'est con de s'asseoir sur cette somme, quoi. Donc même si on a gagné de 2 ou 3 000 par mois, j'en sais rien, pendant l'année d'après, c'est moins bien que les 70 000 à un instant T, qui t'aurait permis de réinvestir dans un autre projet, de te reconcentrer sur autre chose et de repartir encore mieux. Donc savoir vendre à temps, et puis bien sûr le point clé, j'en ai parlé au début au niveau agence, savoir s'entourer, recruter, payer des professionnels sur des points clés pour débloquer des situations. Moi par exemple je suis nul en dev, j'ai besoin d'un petit SaaS pour bosser, je prends un dev, je mets 5000 balles pour lancer le bordel et j'ai mon SaaS. Des fois il faut essayer de pas faire soi-même et de savoir payer les gens qui savent faire. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui dure exactement 1h03. Je vais voir si je coupe des morceaux. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était long. C'est la première fois que je fais une vidéo, je pense, aussi longue tout seul. N'hésitez pas à me dire si le format est intéressant ou il faut que j'arrête ces conneries. J'en sais rien. C'est vous qui regardez. Moi, je parle. Donc, dites-moi. Je n'ai pas l'audace de vous assurer que c'était parfait. En tout cas, j'ai essayé de donner tout ce que je pensais être
des réussites dans chaque domaine d'activité. J'espère que ça servira à certains. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo plus courte, je pense. Salut!